Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Les 2 prochains épisodes d'Histoire de Daronne seront consacrés à 2 témoignages de 2 jeunes femmes qui sont allées congeler leurs ovocytes. J'ai notamment décidé de faire un petit appel à témoignages parce que c'est un vrai sujet dont on parle trop peu. Il y a trop peu de témoignages pour l'instant. Et bien sûr, c'est en rapport avec la maternité et avec la daronnerie. Donc, je vous propose d'écouter cette semaine Justine et la semaine prochaine Kelly, qui ont 2 histoires assez différentes et qui expliquent, qui ont des raisons également un peu différentes de pourquoi elles ont décidé de congeler leurs ovocytes. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Vouloir avoir un enfant n'était pas du tout une question. Donc, moi, je fais mes plans en me disant, bah oui, je vais être mère, ça s'appelle c'est normal, enfin, ce n'est pas questionnable en fait, c'est pas un problème. Et ça m'allait très bien. Ma mère est nounou, moi j'ai 2 petits frères, j'adore les enfants. À 16 ans, je passe mon BAFA, j'adore ça. Ça rentrait bien dans ton film. Ah, mais c'est trop bien. C'était trop bien et je me dis ouais, ça va être trop bien. Et en fait, le féminisme arrive et là, Mimi qui arrive et dit bah moi je suis child free. Je lui dis mais c'est quoi encore ? C'est du véganisme encore bizarre, je sais pas. Et on l'explique le terme et je me dis ah mais en fait on peut... Ah ouais, elle a réfléchi en fait. Elle a réfléchi au truc. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Justine, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir envoyé un mail en janvier dernier. Ouais, janvier. Donc ça fait un petit bail où tu m'avais envoyé un mail suite à l'écoute de l'épisode avec Claudette. Exactement. Que je mettrai dans les notes de cet épisode si vous voulez aller écouter. Parce qu'effectivement, Claudette se posait plein de questions dans Histoire de Daronne sur la maternité ou pas. Elle est en couple depuis 10 ans. Donc il y a un peu un côté, elle a 35 ans. C'est maintenant ou jamais, j'en veux pas vraiment. Mon gars, il en veut. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Bref, tout un bins. Et toi, tu me disais que tu avais écouté le podcast et que tu étais en pleine démarche de congélation d'ovocytes. Exactement. Pour ta pomme, pour le coup. Alors, pour ma pomme, et moi, ce qui m'a fait vraiment écho dans l'épisode avec Claudette, c'était ce tic-tac dont elle parlait. Et ça m'a vraiment fait écho parce que je me suis dit, je comprends ce que tu vis. T'inquiète pas, tu n'es pas toute seule. J'avais vraiment envie de lui dire ça, en fait. On est toutes comme ça, de la pression sociale, de savoir, alors c'est pour quand, est-ce que vous y pensez, etc. Et même la façon dont on nous pose la question. C'est pas, est-ce que tu veux des enfants ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? Donc c'est la question de la maternité ou pas, n'est même pas abordée, quoi. Et elle chantait un peu, pas sa colère, mais son envie de dire « mais lâchez-moi l'utérus ». Et ça, moi, je l'ai beaucoup aussi, pas subi, mais voilà, je l'ai rencontré beaucoup dans ma famille, dans ma vie, dans un peu tous les jours, en fait. Et surtout que moi, en plus, j'ai eu 10 ans de célibat derrière. J'ai été célibataire de mes 20 à mes 30 ans. Okay. Donc non seulement j'ai eu alors les amours à chaque repas de famille, longtemps, de personnes différentes, etc. Et une fois que j'ai eu un copain, je me suis dit, c'est bon,
Et ben non, maintenant c'est du coup c'est pour quand les enfants Bah voilà. Parce que t'as 30 ans en fait. Donc non seulement tu le rencontres tard, mais il va peut-être falloir se décider assez vite quoi. Donc je me suis dit, on ne me lâchera jamais la grappe avant la ménopause quoi. C'est... Oui. Et même après la ménopause. Oui. On vient de faire chier sur d'autres choses. Mais c'est vrai que ouais. Mais voilà, moi j'ai eu la chance d'être mise au courant que je pouvais congeler mes ovocytes. J'ai été suivie à l'hôpital public. Et donc là, j'ai eu ma petite lettre, ça fait 1 an. Donc tous les ans, en fait, j'ai une lettre où je dois dire si je maintiens ou pas mon projet parental de conserver mes ovocytes, mes futurs potentiels enfants au frais, quoi. Voilà. Au frais. Au frais. Je fais beaucoup d'humour là-dessus. T'as raison, voilà. c'est important. T'as 32 ans 33 maintenant. 33, pardon. Oui, depuis que tu m'en fais J'ai pris un peu d'âge. Merde. Et effectivement, tu me disais que déjà, il y a un peu une particularité, je trouve, par rapport à Paris, c'est que tu vis à Lille Oui. et que je crois qu'il y a un vrai décalage de, on va dire, entre 5 et 10 ans dans le rapport à la maternité et dans le fait que à Lille, a priori, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça parce que je vivais à Lille avant, j'étais papa à 28 ans et il y avait beaucoup de gens autour de nous qui avaient déjà des enfants à cet âge-là, quoi. Oui, À 28 ans, c'est rare à Paris que tu sois parent, quoi. Alors, nous, en tout cas, dans ma génération, 28 ans, c'est un peu c'est ça, c'est un peu avant 30 ans. Okay. Franchement, c'est plutôt la norme. Moi, quasiment toutes mes amies, elles sont tombées enceintes entre leurs 25 et 30 ans pour leur premier enfant, grosso modo. J'ai très peu de personnes qui, par contre, avant 25 ans, ont eu des enfants. Parce que, voilà, on est à Lille aussi, et en fait, on a toujours fait la plupart d'entre nous ont fait des études plus ou moins longues, on s'est un peu perdu, on a fait des années à l'étranger, etc. Du coup, voilà, à 25 ans, on commence seulement un peu à kiffer la vie sans les bourses, mais avec un vrai salaire. Voilà, la vie lilloise, elle est géniale, elle est culturellement très riche. Donc voilà, on se fait un peu plaisir. Et après, il y a aussi l'histoire des couples, en fait. Il y a eu beaucoup de couples, en fait, qui se sont, en tout cas dans mon cercle d'amis, qui se sont séparés, en fait, autour de 25-26 ans, les amants de lycée. Bah oui. Qui d'un coup prennent fin. Donc il y a aussi cette période-là, et il y a ceux justement qui sont restés ensemble. Ça faisait 10 piges. Ma meilleure amie, ça fait 10 piges qu'elle est avec son compagnon. Voilà, arrivé à 27-28 ans, forcément. C'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Et en plus, ils sont partis de Lille, en fait, pour le coup. Ok. Voilà. Ok. Et mais alors toi, par rapport à tout ça, parce que j'aimerais bien te poser la question, c'est quoi ton désir de maternité, justement ? Eh ben, je sais pas. Ouais. Moi, je suis comme Claudette, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, ça tend, justement, depuis que j'ai plus ce tic-tac, j'ai l'impression que je peux poser plus sereinement les choses, puisque je n'ai plus cette acouphène de stress. Quand on me demande est-ce que j'en veux, j'ai l'impression que j'ai tellement plus de temps maintenant, je peux vraiment y réfléchir. Comme si j'avais 25 ans, en fait, et que j'avais encore les 15 ans à venir. Tu voyais vraiment ça comme un acouphène ? Ah ouais, non, c'était... En fait, dès qu'on me posait la question... Ça sous-entendait, attention, c'est tic-tac en fait. Enfin, si on te pose la question, c'est parce que bientôt, peut-être c'est fini, peut-être t'es stérile, peut-être qu'en fait, le jour où tu voudras, tu pourras pas. Et surtout, moi, en fait, on me l'a pas posé tant que ça avant mes 30 ans, puisque je n'étais pas en couple, donc finalement, on impose beaucoup moins aux femmes célibataires. Mais voilà, quand même, moi, j'ai eu aussi toutes mes copines que je connais depuis le collège, avec qui on s'était dit, croix-bois, croix de frère, nos enfants sont les meilleurs amis du monde, on tombera enceinte en même temps, enfin voilà, les trucs de filles, de lycée, enfin en tout cas, moi, je m'étais monté ça comme histoire, vraiment. Les promesses à la con. Les promesses, alors, c'est même pas une promesse, moi, c'était un truc, c'était une sorte de... je vais vivre avec mes meilleures amies, les grossettes, etc. Comme l'américaine, je sais pas. Ouais. Et en plus, elles sont quasiment toutes tombées enceintes en même temps du premier, en plus. Donc j'étais clairement la fille à côté du groupe qui disait, bon, bah moi, en fait, je ne sais pas si je veux des enfants, mais de toute façon, je n'ai pas le choix, je ne peux pas en avoir, parce que je ne peux... Enfin, avoir un enfant seul, je sais que c'est très compliqué. Donc, je me sentais pas capable de l'avoir seule. Ouais. Donc, en fait, mon désir était en mode, de toute façon, ça ne sert à rien de savoir si j'en veux. Pour l'instant, je n'ai pas le choix. J'en profite pour renvoyer les gens vers l'épisode d'Elsa, que peut-être tu as écouté, qui a 45 ans aujourd'hui. Exactement. Et qui raconte justement que la fenêtre pour elle est vraiment en train de se refermer, voire même est fermée, quoi. Et elle raconte que pendant toute sa trentaine, effectivement, elle était à côté du club des darons. C'est ça. Et que c'était dur pour elle à vivre, même si elle n'avait pas forcément un désir d'enfant très très fort, quoi. Ouais, c'est assez... Il y a un podcast qui... faut que je le retrouve. C'est juste un épisode de podcast où c'est justement des amis
certaines nullipares d'autres mères qui expliquent, parce que les relations, elles changent, les amitiés, elles changent en fait. Bah oui. Elles changent énormément en fait. Et moi, quand quasiment toutes mes amies proches, elles se connaissent pas forcément toutes entre elles, mais voilà, j'ai vraiment des amies très proches qui ont commencé à tomber enceintes de leur premier enfant quasiment en même temps. Je me suis dit, mais en fait, elles sont toutes en train de m'abandonner. Enfin, je sais pas, j'ai eu un sentiment d'abandon, très égoïste, hein, mais très, voilà, en me disant, en fait, c'est fini, en fait, cette période. Moi, je la continue, je la kiffe encore, je l'aime bien, je suis bien dedans. J'ai pas envie qu'elle termine tout de suite. Elles ont fait leur choix, mais je me dis, bah, notre amitié, elle va forcément changer. C'est obligé. C'est pas grave. Mais voilà, au bout de 3, 4, 5, je me suis dit, ouais, ça commence vraiment à être compliqué. Et Est-ce que tu es allé chercher d'autres amis de ce fait-là? Des amis que oui, tu aurais... Tu vois, des amitiés liées à l'âge adulte? Oui, j'ai des amis liés à l'âge adulte. Alors, ça a été lié déjà au fait d'être célibataire, déjà, parce que, bah, voilà, des fois, on aime bien sortir entre filles célibataires. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y avait toujours une copine qui était, voilà, qui était maquée, mais qui venait avec nous, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais voilà, mais non, mais c'est de parler. Comment ça un peu. Non, mais voilà. Une copine maquée Et oui, si. On aime à Lille aussi. Hein. Non, mais voilà, Non, ça c'est vrai que à Lille on rencontre énormément de gens très facilement, donc voilà, j'ai une amie j'ai des amis proches aujourd'hui et on les a rencontrés en faisant la queue aux toilettes dans un bar, quoi. Genre, je veux dire, c'est voilà, bienvenue à Lille. Un classique. On attend, on discute, on papote et puis voilà, on se paye une bière et voilà, on se revoit. C'est un peu comme ça. Mais oui, j'ai d'autres cercles d'amis. J'ai des amis célibataires, j'avais des amis qui voulaient pas d'enfants, des amis qui voulaient des enfants, des amis qui comme moi ne savaient pas. Donc ouais, non, j'ai une pluralité d'amis pour le coup, et donc je ne me suis jamais sentie seule. Mais voilà, mes meilleurs amis, c'est pas pareil, quoi. Voilà, c'est tes amis de lycée, donc, c'est ça? Il y en a une amie de lycée, une amie de début fac, et après, ouais, des amis, ou alors même des amis qui, elles, savent. Ok. Et ça perturbe de voir des femmes qui savent, en fait. Qui savent ou qui, t'as l'impression, se sont jamais vraiment posé la question? Non, qui savent. Dans les mêmes termes que toi? Pour le coup, qui savent. Okay. Des femmes qui ont questionné ce rapport et qui, d'ailleurs, ont mis fin à des couples parce que voilà, elles avaient travaillé dessus, elles étaient en thérapie, elles ont travaillé dessus, elles disaient en fait moi je veux un enfant, et leur compagnon disait bah moi j'en veux pas. C'est fluide pour elles. Et bah en fait on s'aime, c'est horrible, enfin voilà, mais on s'en va. Mais voilà, donc elles le savent en fait, elles ont questionné la chose, donc elles le savent. Et moi je suis tellement envieuse de ça en fait. J'aimerais trop savoir. Moi aussi, j'ai fait une thérapie, et machin et tout. Moi aussi, je me questionne. Mais je ne sais toujours pas. La thérapie n'est pas la clé à... Oui, non, puis c'était pas le but non plus. La clé de toutes tes questions. Non, mais c'est ça. Mais je trouve ça trop intéressant de le dire. C'est que, franchement, c'est trop bien de quitter des mecs qui veulent pas d'enfants parce que toi, tu as envie d'avoir un enfant, plutôt que de faire un enfant avec un gars qui en veut pas et qui va peut-être s'avérer en fait pas du tout dans le projet à côté, et qui va peut-être juste faire le taf parce qu'il faut faire le taf, et qui au final va finir par peut-être faire flancher votre couple et votre couple de parents et votre couple de coparents. Et je trouve que c'est une question sociétale dont on parle pas assez, si tu veux. Et c'est des ruptures très difficiles. Alors pour le coup, moi je l'ai pas vécu, mais j'ai 2 amis proches qui l'ont fait pas aux mêmes périodes et pas dans les mêmes circonstances. Mais c'est compliqué quand elles se disent mais qu'est-ce que je fais en fait, parce qu'elle dit je crois que je suis vraiment sûre que je veux un enfant en fait, et lui de l'autre côté aussi il dit bah moi je crois que je suis vraiment sûre que j'en veux pas en fait, et c'est horrible parce qu'ils s'aiment, leur couple il est bien en fait, donc je pense que c'est très dur de quitter quelqu'un qu'on aime, à qui on est bien au quotidien, mais parce qu'il y a un parcours de vie qui commence à partir de l'autre côté. Et voilà, moi en tant qu'amie j'étais un peu démunie de mon côté, parce que voilà, apparaître là on peut pas faire grand chose et on peut pas leur dire bah oui non reste. Bah oui, et il vaut mieux pas. Voilà, et puis elles vont pas rester, elles vont pas forcer leur mec, enfin jamais elles ont pensé à dire je vais le convaincre quoi. Voilà. Je crois qu'il y a je crois que c'est un truc, tu vois, c'est-à-dire que ça peut être aussi un truc de bah moi j'ai vraiment envie d'un enfant et j'ai envie de le faire avec toi, viens on fait un truc aussi. Et de venir amener des arguments, quoi, tu vois, peut-être un peu moins maintenant, mais bon voilà. Qu'est-ce qui a changé pour toi entre cette promesse que vous faites au collège, au lycée avec tes potes, croix-bois, croix de fer, machin, et aujourd'hui où tu te dis je ne sais plus finalement. Bah le Quel a été féminisme. ton chemin? Bien voilà, allez. Mais Pascal Pro a raison, donc c'est à cause du féminisme que vraiment la Terre va partir en couille, putain. Mais bah non, mais parce qu'en fait, moi, à cette époque-là, il n'y a pas vraiment eu croix-bois de croix de fer. Moi, en tout cas, dans ma tête, c'était, voilà, ça sera comme ça, parce qu'en fait, on allait devenir mère. C'était pas quelque chose qu'on questionnait. Moi, on me disait pas, si un jour tu es mère, c'est quand tu seras mère, tu verras.
voilà, ma mère, elle me disait ça. Elle me dit, tu verras quand tu seras mère. Et dans ma tête, mon premier copain, j'avais déjà le nom de mes 2 enfants. Je savais que ce serait lui le père au foyer parce que moi, je voulais faire des études et je voulais pas être mère au foyer. Enfin, Ah, tu t'es fermé. ah ouais, mais moi, j'étais dans... T'avais un film. J'avais un film, C'était il était prévu. trop bien, franchement. Une belle comédie romantique. Elle aurait fait un carton, peut-être pas sur Netflix, mais voilà. Mais j'étais vraiment partie là-dessus et je me suis dit... après, la vie a fait que moi, j'avais plus de copains. Voilà. Je me suis pas mis en couple de ma vingtaine. Au début, parce que je le voulais pas et parce que j'ai fait une dépression, j'avais pas envie, j'ai mes études, j'avais envie de me focus sur autre chose, voilà. Et puis après parce que je ne savais pas draguer. Donc après quand j'ai vraiment voulu me mettre en couple, j'étais en galère totale. C'est dur de draguer, hein. Ah mais c'est un enfer. C'est un enfer. Enfin, mon mec actuel, ça faisait 3 ans que je le connaissais, je l'ai dragué le premier jour où je l'ai rencontré, je l'ai dragué et il a jamais capté en 3 ans. Hein. Et voilà. Mais Donc... alors, qu'est-ce que t'as apporté le féminisme là pour le coup? Le pardon, féminisme a raté. Oui, non, mais parce que c'est un vrai sujet. Pour moi, le féminisme, c'est aussi d'apprendre à draguer. Tu vois, c'est aussi d'apprendre à venir dire. Eh bien voilà. Tu vois. Oui, mais moi là, le féminisme ne peut pas m'aider puisque moi j'ai une peur du rejet. Ah. Donc. Merci la thérapie. Voilà, j'ai une peur du rejet, donc en fait, moi, je préfère ne pas savoir que je sais. Même, voilà. Ah oui. J'aimais bien le temps du lycée où on envoyait sa copine demander, tu demandes lui s'il m'aime bien, etc. Moi, si je savais que je plaisais au gars, c'était plus facile en fait. Ouais. Voilà. Là, tu ne savais pas vraiment. Là, je savais pas, et clairement, voilà, quand je lui ai dit que mais non, mais je te draguais, non, apparemment non. T'aimes trop. C'était voilà. Mais donc non, le féminisme, ça, ce qui m'a apporté, c'est déjà de savoir qu'il y avait des femmes qui faisaient le choix de ne pas avoir d'enfants. Moi, j'avais aucun modèle dans ma famille quand on n'a pas d'enfants, en tout cas dans la génération de mes parents, donc mes tantes, mes oncles, etc., et même autour, les adultes. Ceux qui n'avaient pas d'enfants, c'était, en tout cas en tant que femme, c'était soit ce qu'on appelait communément les vieilles filles. Horrible. Horrible terme, ignoble. Tu veux dire des femmes célibataires? Bien sûr. Non, mais par contre, on appelait ça des vieilles filles. Enfin, c'était le terme qui était employé, qui est ignoble. J'en avais une dans ma famille. Hein. Ah ouais, non, mais voilà. Voilà. C'était voilà. Donc c'était les femmes qui n'avaient pas trouvé de conjoint pour faire un enfant ou même en couple. Enfin bref, tout simplement. Et il y avait celles qui avaient des soucis gynécologiques qui faisaient que elles ne pouvaient pas avoir d'enfant. Mais vouloir avoir un enfant n'était pas du tout une question. Donc, moi, je fais mes plans en me disant, oui, je vais être mère, ça s'appelle, c'est normal, enfin, ce n'est pas questionnable, en fait, c'est pas un problème. Et ça m'allait très bien. Ma mère est nounou, moi, j'ai 2 petits frères, j'adore les enfants. À 16 ans, je passe mon BAFA, j'adore ça. Ça rentrait bien dans ton film. Ah, mais c'est trop bien. C'était trop bien et je me dis ouais ça va être trop bien et en fait le féminisme arrive et là Mimi qui arrive et dit moi je suis child free, je lui dis mais c'est quoi encore, c'est du véganisme encore bizarre, je sais pas, et on l'explique le terme et je me dis ah mais en fait on peut ah ouais, elle a réfléchi en fait. Elle a réfléchi au truc. Alors c'est Mimi Hegel qui était à l'époque chez Mademoiselle, je crois. Elle a fait, pour moi, la première fois qu'on parle de child free sur Mademoiselle, c'était en 2012 à peu près. Où un jour, effectivement, elle vient me raconter qu'elle veut pas d'enfant. Et bien sûr, qu'est-ce que je lui dis? Parce qu'elle a 20 ans, 21 ans, je crois, à l'époque. Et qu'est-ce que je lui dis? Tu verras bien quand tu seras grande. Enfin, vraiment, la pire. Voilà, effectivement, c'est mon chemin également. Et c'est sûr qu'elle m'explique, non, moi, c'est vraiment un vrai truc. Et effectivement, j'ai réfléchi et c'est un non, en fait. Et peut-être que ça changera, mais pour l'instant, vraiment, j'ai décidé de non. J'étais là, ok, viens, on a fait un article. Et oui, c'est le début du virus, quoi. Ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait, on se pose la question pour la première fois, en fait. Et ça fait... C'est incroyable, cette question. Ouais, c'est très compliqué quand on l'a vraiment jamais intériorisé, qu'on ne l'a jamais posé, qu'on ne se l'est jamais posé et qu'en fait, on ne sait pas. De toute façon, depuis, même quand on continue à me la poser, je ne sais toujours pas. Ouais. Mais ça fait du bien. On se l'est posé. Et je sais, il n'y a pas la liste des pour et contre, mais il y a les peurs, il y a les envies, il y a pourquoi je voudrais... C'est ça, en fait, c'est pourquoi je voudrais avoir un enfant, pourquoi je n'en voudrais pas, qu'est-ce qui me fait peur, etc. Et ça, c'est super... important aussi parce que même quand j'ai rencontré mon compagnon, moi, c'est lui très vite qui m'a dit par contre, je te préviens, moi, je ne veux pas d'enfant. Ça a été dit très rapidement, c'est pas moi qui ai mis ça sur la table. Et moi, je l'ai regardé, j'ai fait OK. C'est incroyable parce qu'il n'y a pas beaucoup de mecs. Tu vois, autant depuis que j'ai lancé Histoire de Daronne il y a 1 an et demi à peu près, j'ai vraiment plein de femmes qui m'ont écrit pour me dire moi, je suis child free, etc. Et je voudrais venir parler.
le témoignage, etc. Et donc, j'en prends quelques-unes si tu veux, mais je veux pas faire un podcast free, donc c'est un non. Mais autant les mecs, dans l'histoire de Daron, j'en ai jamais eu. Et j'ai dû poser un vrai appel à témoins pour en avoir un. Et c'est pas... Autant, tu vois, c'est un truc que les mecs, j'imagine, sur lequel les mecs peuvent faire un chemin, mais ils veulent pas forcément répondre la parole. Peut-être qu'il y a un truc... Voilà, c'est... Moi, il a pas de mal à le dire. Ouais. Enfin, voilà. Surtout, forcément, quand il y a les parents, les grands-parents, la famille qui met un peu de pression de temps en temps, pardon. Mais non, moi, il me l'a dit très rapidement. Je crois qu'il m'a dit, je suis sûr à 99,9%. Voilà. S'il veut venir à l'occasion, hein. Il parle pas beaucoup. Hein. C'est un mec. Mais pour revenir à toi, effectivement, toi, c'est un truc, le fait de t'avoir posé cette question, de t'être posé la question, ça t'a chamboulé, quoi. Complètement, parce que je suis allée demander à ma mère. Je suis allée la voir et je lui ai dit, comment t'as su que tu voulais être mère? Incroyable. Et t'es journaliste, hein? Oui. Non, mais je le précise parce que... J'étais pas à l'époque, mais... c'est pas forcément une démarche... pour le coup, c'est une démarche, je trouve, assez journalistique, tu vois. C'est pas forcément un truc que tu irais demander à ta mère de base, quoi, je trouve. Ouais, non, mais je l'ai même demandé à mes copines avant qui étaient enceintes. Je les ai même enregistrées d'ailleurs, en me demandant explique-moi comment t'as su que c'était le bon moment, comment t'as su, enfin, quelle démarche tu as fait. Et donc, forcément, je voulais commencer par ma mère parce que, forcément, ma mère, c'est un peu l'image que les gens ont de ma mère et que j'ai moi aussi de ma mère, c'est elle était faite pour être mère. Et elle a, alors je crois pas à l'instinct maternel, mais voilà, elle a ce truc de être mère, ça l'accomplit dans sa vie, ça la rend heureuse et elle est bonne à ça, ouais. Elle est bonne à ça en fait. C'est une super maman. C'est une super maman. Et elle est nounou et c'est une super nounou. Et même mes potes qui ont des enfants dans le secteur où elle habite, c'est la nounou de leurs enfants. Ouais. Voilà, c'est la mère, voilà. Même dans ma famille, elle a un peu le statut de la mère idéale et c'est très valorisé dans ma famille en plus d'être mère. Donc ma mère, elle a un statut, voilà. C'est un peu la matriarche ou... Oui. On a une famille un peu à l'ancienne, entre guillemets. Le féminisme, c'est pas non plus répandu. Oui. Voilà. Mais oui, elle a ma mère, on la respecte. Elle est. Voilà. Et... Mais tu sais, je crois que dans les familles, même pas féministes, il y a des femmes qui sont très fortes. Mais peut-être pas socialement, peut-être pas à l'extérieur, peut-être pas en public, mais dans la maison. Ah, ma mère, elle est dans la maison et à l'extérieur. Ok, en plus. Ouais, non, ma mère, elle a. Okay. Qu'on appelle une grande gamelle, mais dans le bon sens du terme. Hein, dans le sens, Nord, hein, une grande voilà. gamelle. Ça veut dire elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup, mais en fait, on l'écoute et elle est... Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je sais que j'ai déjà une amie qui m'a dit « Mais toi, t'imagines si un jour t'es maman, la chance que t'as d'avoir ta mère qui, en fait, est une ressource d'information sur la maternité, qui, en plus, n'est pas du tout... Elle connaît bien les enfants, elle a des bons feelings avec eux, les enfants l'adorent, elle est jamais trop stressée, elle va pas mettre de... Enfin voilà, elle est pas jugeante, enfin c'est vraiment... voilà, tout le monde adore ça. Enfin, c'est vraiment une chance. Moi, je trouve que c'est une chance, j'ai une mère comme ça. Ouais. Moi, ça... Tu me disais dans ton mail que ça te collait aussi un peu une forme de pression d'avoir ce modèle maternel. Oui, parce que je me dis que je ne serai jamais une aussi bonne mère que la mienne. Ça, c'est incroyable. C'est tellement dur comme réflexion. Moi je la trouve, mais je le dis vraiment pas en mode flagellation ou voilà, mais non, c'est un constat, tu vois, pour moi. Oui, mais c'est une pression qui, enfin, je trouve, hein, de l'extérieur, pour moi, c'est vraiment une pression qui n'a pas lieu d'exister, parce que en fait, tes enfants seront tes enfants. Oui. Et que en fait, tu auras sans doute un autre rapport. Si un jour tu as des enfants à tes enfants, que ce que ta mère peut avoir, parce que tu n'es pas la même personne. Non, ça veut pas dire que je serais une mauvaise mère. Oui. Mais ma mère est du type sacrificiel comme mère. Ma mère est mère avant d'être femme, avant d'être épouse, et elle est mère. Et ce que je ne serai jamais. Ça, c'est sûr et certain. Elle l'est encore aujourd'hui alors que vous êtes adulte? Alors, ça va beaucoup mieux depuis qu'on est adulte. Et même elle s'en est rendue compte aussi, en fait. Elle a dit qu'elle avait de la chance aussi parce que moi, elle est toujours avec mon papa. Et elle m'a dit il n'y a pas très longtemps que, elle a vraiment délaissé son couple, en fait. Et que, voilà, autant...
Ouais, elle se dit que y a des hommes qui auraient pu partir aussi en fait, parce que bah voilà, on passait avant tout. Je crois que quand mon père a voulu organiser des vacances rien que 2 après ma naissance, ma mère elle était en mode, moi je lâche pas ma fille en fait. Moi si je pars c'est avec elle et mon père je pense avait cette idée de dire, mais en fait on va se retrouver, on est jeunes. Ils m'ont eu à 22-23 ans je crois. Voilà, c'était en mode viens on va juste se retrouver quoi, et je sais plus où, je sais plus quand exactement. J'imagine pas qu'il disait viens on se barre pendant un mois en plus. Oui c'est ça, et puis c'est pas vous dire la gamine elle nous saoule, vas-y. Ma mère elle était en mode moi j'abandonne pas ma fille, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, c'est un truc comme ça, et donc voilà, je sais que je ne serais, enfin moi avoir une mère sacrificielle entre guillemets, ça m'a jamais posé de problème entre guillemets. Bah c'est simple pour C'est toi entre simple, guillemets comme enfant. Moi voilà, en tant qu'enfant franchement j'ai eu une enfance un peu à Walt Disney comme je dis, qui a ses travers aussi. Je suis arrivée dans le monde adulte, je savais pas faire grand chose. C'est ce que j'allais te dire, c'est que en fait sans doute aussi tes enfants, si t'es moins sacrificiel, tes enfants potentiels, ils seront pas, peut-être qu'ils se débrouilleront autrement, tu vois. Ouais, mais moi je sais que je suis très égoïste aussi, donc je suis, voilà, j'ai un peu peur de ça en fait. J'ai aussi, je sais ce que c'est d'avoir une belle enfance. Il y a plein d'autres enfances qui sont belles, autres que la mienne, etc. Ma mère n'est pas parfaite, voilà. Mais je me dis que en fait, j'aimerais que tous les enfants du monde aient ma mère comme mère, en fait. Enfin, vraiment. C'est trop bien. Enfin, parce que les erreurs qu'elle fait, franchement, ça va, quoi. Ça passe très vite. Pas besoin d'une thérapie pour ça, quoi. Mais, et je me dis que moi, en fait, si j'ai un enfant, j'aime tellement trop ma liberté, j'ai tellement de choses que j'aime en dehors de ma vie. Et déjà, ça me coûte des fois d'être en couple, de penser en mode couple. Je me dis, si en plus, je rajoute une personne dedans... moi je vais me perdre et j'ai pas envie, et parce que non j'ai pas envie en fait de me perdre moi. Mais du coup moi je veux le beurre, l'argent du beurre, voilà. Tu vois, tout à l'heure tu as parlé de peur par rapport à l'idée de devenir mère, etc. Tu as parlé de peur, tu as parlé d'envie, mais je trouve qu'il y a un truc que tu as oublié, c'est de parler de besoin. De tes besoins. Et je trouve que c'est un truc qui est hyper important de prendre en compte. En fait, c'est quoi tes besoins à toi en tant que personne, aussi dans la vie, quoi, tu vois. Donc, et tu vois, par exemple, ton besoin, tu as un besoin de liberté qui, d'un coup d'un seul, un enfant, c'est une forme de privation de liberté à plein d'aspects, et qui est compensée par plein d'autres choses, si tu veux. Mais voilà, je trouve ça trop intéressant. Mais ouais, ce besoin de liberté qui en plus m'a été un peu inculqué par ma mère, qui pour le coup m'a un peu éduquée en contre-modèle en plus. Elle s'est toujours dit, ne fais pas ce que j'ai fait, n'arrête pas tes études pour te marier trop jeune, t'as le temps, etc. Enfin, elle s'est toujours posée en contre-modèle. Donc tiraillée de cette là. Donc en plus, voilà, en fait, des fois, ma mère, elle m'a déjà dit il y a pas longtemps, tu sais, si tu veux pas d'enfant, moi je comprends, dans le monde dans lequel on vit, moi aussi, peut-être je poserai la question. Elle dit au moins je me la poserai. Elle sera quand même mère, ça c'est clair et net, voilà. Mais tu sais pas, tu vois, à 30 si, elle a dit, à 30 ans d'écart. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, elle m'a dit, moi je peux comprendre aujourd'hui que votre génération se pose la question, etc. Alors que nous, non. Elle dit, bon, après moi j'ai aucun regret. Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, ma mère, elle a cette aura maternelle autour d'elle, qui fait que même moi, je suis très à l'aise avec les enfants. J'en ai toujours eu dans j'allais dire la baraque, c'est vraiment le Nord. Dans la maison. J'en ai toujours eu à la maison jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, j'adore les enfants, de bébé à adolescent, j'adore ça. Donc, mais d'en avoir un H24 à la maison et d'en avoir la responsabilité, je sais pas. Oui. Je trouve qu'il y a une autre question qui va aussi derrière le questionnement de avoir des enfants ou pas, c'est l'idée de la transmission. Et je crois que moi, j'ai grandi dans un modèle où la seule façon, entre guillemets, de transmettre à des enfants, et de transmettre même d'une manière générale, c'était de faire des enfants à toi. Et je crois qu'il y a un truc qui est aussi en train de se développer autour d'un discours, tu vois, qui est en train de se développer autour de... En fait, il y a vraiment moyen de transmettre à des enfants en tant que tonton, en tant que parrain, marraine, etc., quoi, tu vois, dont on causait pas, je trouve, il y a encore 10-15 ans, quoi. Il y avait pas, ça existait déjà, j'ai l'impression, parce qu'on commence à avoir des témoignages dans des podcasts du type Les Pieds sur Terre, des choses comme ça, où des gens qui ont 50 ans, qui n'ont pas d'enfants, qui sont en couple, qui n'ont pas voulu d'enfants, expliquent que pendant un mois, ils sont profs tous les deux, pendant un mois, ils prennent leur neveu à la maison. Enfin voilà, ils ont des relations avec des enfants. Il y a aussi des podcasts sur d'autres mères que la mienne. Enfin voilà, des super belles. C'est Les Pieds sur Terre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est déjà, faut aller écouter le podcast où Les Pieds sur Terre, c'est sur France Culture. Hein. Enfin voilà, c'est pas accessible, quoi. Non, mais déjà je me dis,
on peut voilà, déjà ça existe, je trouve ça super cool. Et en effet, on peut avoir des relations. Moi, j'ai une relation avec ma tante on a 13 ans d'écart, par exemple. Voilà, j'ai de très bons rapports avec elle. Qui est une grande sœur, limite, pour toi. Oui, quoi. qui est clairement une grande sœur. Mais ouais, c'est des rapports de transmission qui sont cool. Moi, je suis marraine maintenant aujourd'hui. Je viens d'être tata de mon petit frère, vient d'avoir un bébé aussi là. J'ai envie de m'impliquer dans la vie de ses enfants aussi. Après, je peux pas imposer ma présence non plus. Oui. Comme voilà, faut trouver sa place aussi. L'enfant, c'est un être humain. Peut-être qu'il va pas m'aimer. Oui. Moi, peut-être que je vais pas l'aimer non plus. C'est très possible. Voilà, donc Il y a des possibilités. voilà, on verra bien. Après, je sais que par exemple. Avec mon compagnon actuel, je sais qu'on a les mêmes peurs et les mêmes envies par rapport au désir d'enfant. Ok. Et par exemple, la transmission, moi, c'est un besoin. J'ai besoin de transmettre. Et lui, il me dit, moi aussi, mais moi, lui, il est prof. Donc il le fait tous les jours. Voilà. Donc lui, il me dit, en fait, moi, ce besoin, je l'ai, mais il est totalement assouvi. Je n'ai pas besoin de plus, en fait. Donc, je me dis, oui, il n'a pas tort. Moi, je transmets aussi par rapport à mon métier. Je transmets de l'info. Alors, c'est d'autres choses, mais voilà. Je transmets quand même. Mais oui, je me dis que avec mes 2 filleuls, mes nièces, neveux, etc., je vais pouvoir m'impliquer. Mais je ne sais pas si ce sera assez. Ok. C'est intéressant, hein. C'est passionnant. Merci beaucoup de raconter, de partager tout ça, parce que c'est hyper intime en plus, tu vois. Je trouve que ça devient de moins en moins, parce que la preuve, tu es en train de parler dans un micro, mais c'est vraiment canon. Est-ce que par rapport à la maternité, avant qu'on passe à le process en fait et ton chemin par rapport à la congélation, il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Sur la maternité, attends, j'ai préparé un. Je veux juste savoir si j'ai oublié un. Non, je pense pas. Non, parce qu'actuellement, oui. Non, je sais qu'il y a pas mal de fois où j'ai demandé à mes copines, justement, qui étaient enceintes. Elles me disaient, il n'y a pas de bon moment. Voilà. Et je leur disais, oui, mais en fait, moi, pour l'instant, toutes les raisons qui me pousseraient à faire un enfant sont égoïstes. Et elle me répondait, non, mais faire un enfant, c'est égoïste, en fait, point, c'est tout. Enfin, il n'a pas demandé à naître, donc en fait, c'est forcément égoïste. Donc, si tu cherches que des raisons non égoïstes pour avoir un enfant, tu t'en trouveras jamais, en fait. Mais en fait, là où moi, je commence à cheminer, c'est que je me dis, là, je suis plus motivée par des peurs que des besoins. Et c'est là où je me dis, non. Ouais. La peur de finir toute seule, la peur de regretter. La peur de... J'ai des amis aussi qui me posaient la question, des mecs d'ailleurs, qui m'ont posé la question, un ami là, qui est papa de 2 petits-enfants, qui me disait, t'as pas peur de... En effet, là, je comprends ta liberté, voilà, mais est-ce que dans 20 ans, tu seras pas en mode, en fait, enfin voilà, est-ce que ça valait le coup, en fait, ma liberté par rapport à maintenant, aujourd'hui? Et ça corrèle ça va avec ma peur d'être seule, de finir seule. Ça, c'est ma peur à moi. Mais c'est pas grave, je serai une baba yaga, j'irai dans des maisons avec d'autres femmes géniales. Je t'imagine déjà. Oui, moi aussi, je m'imagine déjà. Mais avec des copines, on est en train de se motiver là. C'est marrant parce que, je sais pas si je l'ai déjà partagé, mais pour moi, il y a vraiment un tips qui marche trop bien quand tu as une décision qui est compliquée à prendre dans le présent, qui va potentiellement impacter ton futur. C'est de te dire, OK, comment mon moi dans 10 ans vivra la décision que je vais prendre aujourd'hui? Et je trouve que, en fait, de réfléchir comme ça et de se projeter comme ça évite le regret. Parce qu'en fait, tu es aujourd'hui en train de réfléchir à OK, dans 10 ans, où est-ce que je serai? Et tu es en train de te projeter, de miser sur qui tu seras dans 10 ans. Et en fait, le fait de le regarder comme ça, si dans 10 ans, tu es dans telle situation, en fait, tu te regarderas en arrière et tu te diras, en fait, je sais, parce qu'à l'époque, j'ai pris cette décision de façon totalement alignée, quoi, par rapport à mon moi dans 10 ans. Et je trouve que, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu quelques décisions dures à prendre. Et en fait, à chaque fois, je trouve que c'est une bonne façon de faire, quoi. Bon, voilà. Moi, je me dis, entre mes 10 ans, il y a 10 ans, j'avais 23 ans. Et clairement, j'ai tellement changé, j'aurais jamais pu penser que je serais là aujourd'hui, à mes 33 ans, etc., dans cette situation familiale, de carrière, etc. Donc en fait, je sais pas. J'ai un peu peur de me projeter en me disant, de me faire des films, en fait. Comme j'ai fait quand j'avais 13 ans. Et en fait, comme les films, rien ne se passe jamais vraiment comme prévu, j'ai un peu du mal, en fait, à me projeter, justement. Aussi loin, en tout cas. Je comprends. Et pour finir sur la maternité, il y a quelque chose qui me revient. J'ai eu un désir de maternité super fort quand j'avais 28 ans. Mais genre, ça me tiraillait, ça me prenait aux tripes. Bon, mes copines étaient enceintes, peut-être que ça jouait.
Mais voilà, dans les applications de rencontre, c'était que des darons. Enfin voilà, limite, je pensais à ça. Voilà, je me touchais le ventre. J'avais un besoin. C'était viscéral en fait. C'était même pas réfléchi. C'était vraiment genre, mon corps me dit, it's time. Et ça, je l'ai eu pendant, je dirais 6 mois. Et ça s'est évanoui. Mais pendant 6 mois, ça a été. Je sais pas si c'est vraiment corrélé avec les grossesses de mes amis, mais bon, en tout cas, j'étais entourée de femmes enceintes à cette époque-là. Donc, je me dis, est-ce que c'est juste que j'ai fait une couvade en mode. Voilà. Mais là, par contre, je l'avais vraiment ressenti. C'était vraiment genre mon corps me disait. Et ouais, dès que je voyais un mec avec un enfant, j'étais. Oh. C'était pas ta toi du collège, tu vois, qui disait putain, la promesse, c'est maintenant. Ouais, je sais pas, mais je l'ai eu. Je sais que ça c'était le seul moment où, d'un coup, si j'avais été en couple, je me serais peut-être dit, hey, on y va, go for it. Incroyable. Bon, ta congélation alors. Oui, parce que finalement, mes futurs potentiels enfants. Ah bah, on en parle depuis tout à l'heure, mais effectivement, ils sont au frais, comme tu as dit. Ils sont au frais. Mais ouais, moi, j'étais pas du tout au courant qu'on pouvait, donc, avec la nouvelle loi de bioéthique de 2021, si je ne dis pas de bêtises, oui. Maintenant, on pouvait congeler ses ovocytes gratuitement, en fait. Gratuitement, c'est pas gratuit de le faire, mais nous, on paye rien. En tout cas, moi, pour l'instant, je n'ai rien payé. En tant que Français. En tant que Française. Merci la Sécu. Je n'ai rien payé de ma poche pour l'instant. Je croyais devoir payer quelques euros chaque année, 40 euros. Je crois que j'avais vu ça au début. Pour l'instant, j'ai pas reçu ma facture. Peut-être que je l'aurai, hein, mais voilà. Mais pour l'instant, moi, ça ne m'a coûté que des piqûres et une journée de repos, quoi. Et un parcours... Ouais, le parcours est un peu bizarre. Moi, c'est pas moi on me l'a proposé, en fait. Ce qui était assez étonnant, c'est que en 2019, je suspecte, j'ai de l'endométriose. Pour moi, j'ai de l'endométriose, j'ai mal depuis que je suis gamine, ma mère venait me chercher au lycée parce que voilà, dans la famille, on a toujours mal au bide, on prend la pilule, on n'a plus mal, et puis voilà. Sauf que je ne prends plus la pilule depuis 10 ans, et j'ai toujours mal, et ça continue, et j'ai de plus en plus mal, et me renseignant, en parlant, etc., en essayant de comprendre un peu ce qui se passe, je me dis, j'ai quand même vachement les symptômes de l'endométriose. Je vais voir mon médecin traitant, qui est une femme, et qui faisait un peu de gynéco, qui était très gentille, et je dis était parce qu'elle est à la retraite, elle n'est pas morte. Mais voilà, et je lui en parle, elle m'écoute, et elle me dit, on va faire une écho. On fait une écho, j'ai rien, voilà, il n'y a pas d'endométriose, par contre j'ai un petit kyste sur un ovaire, voilà, et à la radio on me dit, c'est juste un kyste fonctionnel, apparemment quand on ovule chaque mois, on peut avoir en fait des petits kystes résiduels, et après ils s'en vont en fait. Ok, d'accord, il est un peu gros, mais il va partir. C'est tout. 2020, je rencontre mon compagnon. Quelques mois plus tard, on discute. Je me dis, je vais prendre la contraception. C'est moi qui vais me contracepter. Si en plus, ça peut me faire réduire un peu mes douleurs, j'avoue, je prends aussi. Je peux pas prendre la pilule parce que de 1, je l'oublie. De 2, la dernière fois que j'en ai pris, j'ai fait une dépression. Ah oui. Donc, on va peut-être arrêter. Oui. Donc, je vais demander pour mettre un stérilet. Je sais que maintenant, on peut en avoir, etc., plus facilement quand on n'a pas eu d'enfant. Ce n'était pas le cas avant. Oui. Enfin, tu pouvais avant, mais c'est juste que les gynécos voulaient pas. Voilà. Voilà. Et donc là, j'y vais. Mon médecin traitant, me dit pas de souci. Je lui parle de mes problèmes avec les hormones, on en parle, etc. Elle me met mon petit stérilet. Je douille. Et en fait, j'ai des crampes énormes pendant les jours qui suivent. Je demande à mon médecin traitant si c'est normal. Elle me dit, on va refaire une écho. On refait une écho pour voir s'il est bien placé. Il est bien placé. Par contre, le petit kyste de 2019, il est toujours là. Et là, elle me dit, tiens, mais ça serait pas notre amie qui devait partir en 2 mois et qui est là encore 2 ans après. Donc là, elle me dit, elle dit là, c'est au-delà de mes capacités gynécologiques. Je vais vous envoyer donc à Jeanne de Flandre à Lille, qui est l'hôpital de maternité. Voilà. J'y vais, je prends rendez-vous avec un professeur que mon médecin m'a conseillé, qui est spécialisé dans l'endométriose en plus. Pour l'instant, c'était pas le cas. J'ai toujours pas d'endométriose détectée. Elle me dit, il est pas très gros. Il est un peu gros, mais ça va. Mais j'ai peur que peut-être dedans, c'est pas très clean. Et puis, la torsion ovarienne. Hein. J'étais genre, comment ça? Et elle me dit, oui, en fait, votre ovaire, ici, comme c'est lourd, il se retourne sur lui. Ah, peut-être réfléchir à l'enlever. Donc, je fais mon IRM. Là, on trouve de l'endométriose, qu'on n'avait pas vu sur l'écho. Ouais. Moi, j'ai même de l'adénomiose. C'est une endométriose interne. Voilà, c'est
voilà, mais c'est de l'endométriose. Et on est parti pour m'enlever mon petit kyste, vérifier l'endométriose. Et donc, quand on fait ça, comme on touche à l'ovaire, on fait une prise de sang d'AMH, donc de l'hormone antimullérienne, qui en fait est une hormone géniale qui permet de calculer la réserve ovarienne. Donc, de savoir combien il nous reste de follicules ovocytaires en stock, puisque nous naissons avec notre stock à la naissance. Et surtout, si j'ai bien compris, toutes les femmes ne naissent pas égales par rapport à ce stock. Non, on n'est pas égal par rapport à ce stock. Je pense qu'il y a la génétique, il y a plein de choses dedans. Je croyais qu'il y avait aussi le fait si on a vu ses règles tôt ou pas, mais alors je sais pas du tout. J'avoue, c'est un peu nébuleux. J'ai pas encore trop cherché là-dessus. Le fait est que on a toute une réserve et que à la fin de la réserve, c'est la ménopause. Et comme il touche aux ovaires et que ça peut un peu impacter justement la fertilité, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ils préfèrent toujours faire ce test et vérifier que on n'est déjà pas en stock bas au cas où. Et moi, mes résultats arrivent après l'opération et c'est pas glop. C'est pas génial, quoi. Je pète pas les scores. Je suis pas non plus j'ai plus les taux en tête, mais je crois qu'il y a une limite où on dit vraiment c'est en limite basse et moi je suis sur le fil. Et là le professeur me dit bon écoutez, est-ce que vous voulez un enfant dans 2 ans? Dans les 2 ans qui arrivent, est-ce que vous voulez un enfant? Waouh. C'était un matin comme ça, Reine de Flandre. Moi je venais juste pour faire un post-op pour voir ce qu'il y avait dans mon kyste. Moi on me pose la question et je me dis non, je pense pas. Non, vraiment, je pense que dans les 2 ans, c'est assez court 2 ans. Dans les 2 ans, je pense vraiment pas vouloir d'enfant. Elle me dit bon, est-ce que vous en voulez? Donc moi pareil, je lui dis je sais pas. Et elle me dit ok. C'est déjà incroyable qu'elle te pose la question. Mais elle était géniale, franchement, pour le coup. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne m'a jamais parlé de mon compagnon du fait d'être en couple. On n'a pas demandé, elle m'a juste dit est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que 2 ans vous avez un projet? Est-ce que voilà? Elle me dit, je lui dis je ne sais pas. Elle me dit écoutez, vous êtes dans la bonne période, etc. Entre 30 et 35 ans, je crois 34 ans. Elle dit vous pouvez congeler vos ovocytes, etc. Et donc moi je lui dis je n'ai pas 2000 balles à débourser, voilà. Elle me dit mais non, maintenant c'est gratuit. Donc elle me fait le topo sur la loi, etc. Et en fait, moi je reviens très sonnée chez moi. J'étais pas très bien. Pas parce qu'on me disait que j'avais plus beaucoup de temps pour tomber enceinte, mais parce que c'est la première fois que mon corps il avait un problème, premier signe de vieillesse, on va dire. Je sais pas, tu vois, mon corps, d'un coup, il a un bug, tu vois. Oui, j'ai des lunettes, j'ai eu des petits bugs, quoi. Je me suis cassé des trucs, mais là, mon corps, à l'intérieur... C'est à l'intérieur. Il y a un bug, en fait. Il est en train de me dire, t'es en fin de course, là, en fait. Sur ce niveau-là, c'est tout petit. Course, putain. Les ovaires, ils sont en fin de course, quoi, en tout cas. Et ça a été compliqué. Moi, je l'ai pas bien vécu, ça. Je pense que je l'aurais mal vécu si c'était la rate, le rein, n'importe quoi. Mais voilà. Et en gros... moi, je reviens chez moi, donc un peu en PLS parce que mon corps déraille. J'accuse un peu le coup. J'en parle un peu avec mon compagnon qui me dit écoute, c'est pas grave, c'est trop bien, t'as une opportunité, t'as trop de la chance en fait. La loi de bioéthique, elle est passée il y a genre 6 mois. Je lui ai dit si ça avait été il y a 1 an, t'aurais été avec ton information. Voilà, t'as plus que 2 ans pour faire potentiellement un enfant et après c'est fini. Là il dit on t'offre une nouvelle fenêtre, donc il dit go quoi, il dit verre à moitié plein quoi. Voilà, verre à moitié plein, etc. Et donc il dit après c'est à toi de voir si tu le fais. Il dit par contre tu l'es fait mais moi je reste toujours sur on est aussi dans une génération où on sait que l'amour ne dure pas forcément toujours et qu'on ne sait jamais si dans 2 ans, en fait, on n'est plus ensemble et je rencontre quelqu'un et que d'un coup, mon désir d'enfant s'éveille. J'aurai toujours cette possibilité-là. Donc, dès le départ, c'est dit que moi, je décide toute seule et je fais mon chemin. Donc, je prends 6 mois. Et puis, en fait, je me dis que c'est les planètes... tout s'aligne, en fait. Il y a une loi qui m'autorise à le faire gratuitement. C'est pris en charge, on me le propose. Je suis dans la bonne tranche d'âge. J'ai tous les contacts. Je veux dire, je suis assez chanceuse là-dessus, en fait. J'ai pas eu besoin de chercher, en fait. Donc, j'y vais. Je prends rendez-vous. Le tout premier, j'étais pas dans un bon mood parce que j'avais à la fois plein de questions et je comprenais pas trop. Je sais pas, j'étais pas très bien. La médecin en face était avec une interne et donc en fait on n'était pas qu'à 2. J'étais pas très très bien. Et là pour le coup on m'a parlé un peu de mon compagnon, on m'a parlé du couple et du coup ça m'a un peu dérangée parce qu'en fait moi ça ne rentrait pas du tout dans
dans l'équation. En fait, je faisais ça pour moi, en tant que femme, etc. Que je sois en couple ou pas, je l'aurais fait ou pas. Tu leur as dit sur le moment ? Non, parce que j'étais vraiment dans un état. Je crois que j'étais très fatiguée. Enfin voilà, bref, j'étais pas dans un état et tout. Par contre, quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon compagnon qui m'a dit écoute, si c'est comme ça au deuxième rendez-vous et que tu te sens pas à l'aise, il dit tu demandes à changer, etc. Je dis alors franchement, je pense ils sont l'hôpital public. J'avais lu des articles qui expliquaient que justement, en fait, avec cette loi, ils n'ont pas forcément plus de moyens. Ils ont forcément avoir plus de femmes, plus de travail, mais ils n'ont pas forcément plus de moyens. Donc moi, en fait, c'est vrai que c'est bête, mais d'arriver comme ça et de faire alors moi, toi, je t'aime pas. Donc voilà. Alors, par contre, lui dire ça, par contre, j'aimerais bien qu'on arrête d'en parler. Ouais. Ça, je me suis dit au deuxième rendez-vous, je dis oui. Par contre, au deuxième, voilà, je vais lui dire quoi. Mais j'ai pas eu besoin parce qu'en fait, au deuxième. C'était très bien. On n'a parlé que de moi, on n'a parlé que de mes besoins, mais j'ai posé toutes mes questions, et même les plus débiles, entre guillemets, enfin que moi je trouvais peut-être un peu débiles, mais elle a répondu de manière très professionnelle, très empathique, enfin vraiment rien, pas eu de problème. C'était quoi tes questions débiles ? C'était, je m'en souviens plus, mais si, c'était, en fait, comme moi je suis très sensible aux hormones et j'ai l'impression que les hormones, ça... J'ai un background dépressif et du coup, j'ai toujours un peu peur des hormones en fait. Du coup, je lui demandais, je dis, est-ce que c'est beaucoup d'hormones ? Est-ce que je sais qu'il y a des hormones plus qui ont des effets secondaires ? Donc en fait, je demandais des questions cons en disant, est-ce que je vais avoir un SPM de 15 jours ? Parce que moi, mon couple, il va pas survivre. Hein. Et moi, même mes amitiés, elles vont pas survivre, quoi. Ouais. Après, tu peux aller t'enfermer, tu vois. Ah ouais, non, mais... Enfin, voilà, j'ai des questions sur les effets secondaires, sur est-ce que les piqûres, c'est forcément moi qui dois les faire ? Enfin, voilà... plein de choses comme ça, ou est-ce que j'ai le droit de boire de l'alcool ? C'était après la braderie de Lille. Moi, il fallait que je sache si je pouvais boire de l'alcool ou pas. Enfin voilà, j'ai des questions bêtes. Est-ce que je peux boire un verre de vin ? Est-ce que j'ai le droit de... Enfin, je sais pas. Est-ce que tu peux boire un verre de vin, alors ? Oui, j'ai le droit. Alors, on m'a dit, vous mettre à masse, peut-être moyen, quoi. Ouais. Mais boire un petit verre de vin, oui, ça va. Okay. Enfin, moi, j'ai quasiment pas bu, par contre. C'est moi qui ai décidé de pas boire pendant les 15 jours où j'ai fait le protocole. Mais je pense qu'un verre de vin, ça, voilà, c'était pas conseillé, mais c'était pas interdit. Mais on m'a donné tous les rendez-vous, donc j'ai vu une biologiste. Un rendez-vous très bizarre parce que je pense que les papiers n'étaient pas encore à jour. Je suis arrivée, moi c'était quand même très tôt, hein, je me suis fait opérer en novembre 2022. Ça faisait à peine 1 an que la loi était passée, donc en fait j'avais encore des papiers. Souvent les femmes de mon âge qui congèlent leurs ovocytes, malheureusement ce sont des femmes qui ont des cancers. Et du coup on parlait beaucoup de morts en fait dans les papiers. Qu'est-ce qu'on faisait de mes ovocytes si je mourais en fait ? Et du coup moi ça me posait pas de questions. Enfin, c'est grave. C'est une bonne question. C'est une bonne question en fait. Moi, ça me dérangeait pas, mais c'est vrai qu'on parlait énormément de traitement, de choses. Et du coup, j'ai dit, mais attendez, on est d'accord que moi après, j'ai pas de traitement après. Mais et la biologiste, je me souviens, me disait, elle dit non, mais elle dit, il y a plein de coches. Pareil, il y a plein de papiers que j'ai. En fait, c'est pour les couples. Donc moi, il faut que je barre à chaque fois le 2e parent parce que il y en a pas en fait. C'est pas une PMA. Enfin, si, c'est un début de PMA, en fait. Mais voilà. Mais du coup, il y a plein de papiers que, voilà... Moi, je me dis, je suis en couple, je suis heureuse. Je me dis, une femme seule qui est peut-être pas très bien dans sa vie et qui, justement, fait ça par peur de machin, elle peut peut-être se sentir un peu... Je sais pas si ça a changé depuis. Je sais pas. Okay. Je sais pas du tout. Moi, je sais que j'ai mis ça sur le compte. Oui, voilà... c'est transition. C'est transition, quoi. Enfin, puis moi, ça m'a pas du tout... Je me suis posé la question, mais ça m'a pas choqué du tout. Donc, on fait ça, savoir si... ce qui va se passer, faut bien répondre au papier. Et après, on a j'ai un autre rendez-vous où on m'a expliqué comment me piquer. Parce que voilà, on peut demander une infirmière, mais bon, en fait, ils disent, écoutez, si vous n'avez pas l'air vous avez pas l'air bête, franchement, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas peur des piqûres ? Je dis non. Elle me dit, franchement, vous pouvez le faire. Donc, voilà, on a un cours de piqûres. Et puis, il y a quand même des mélanges, il y a des... Voilà. Il y a une application où on a des bips, etc. Enfin, c'est plutôt bien fait, hein. Franchement... alors il y a des bébés partout, hein. Je t'ai ramené la brochure, c'est une brochure, c'est vraiment ah ouais c'est un papa, une maman, un bébé, pour faire l'audio guide, voilà. C'est vraiment très... C'est pour faire un enfant, quoi. C'est pour faire un enfant. Donc voilà, moi ça me dérange pas. Mais pareil, je me suis mis à la place de personnes qui veulent des enfants mais qui peuvent pas encore parce que pour plein de choses, et je me dis peut-être qu'il y en a, peut-être que ça va trigger en fait. Enfin, je sais pas. Ouais. Et d'un autre côté, enfin voilà, c'est pour faire des enfants. C'est pour ça.
phase. Moi, ça m'a pas dérangé. Hein. Ouais. Voilà, donc moi, je me suis lancée donc, en septembre 2022. Voilà, avec tous mes petits... tout dans le frigo. Ça prend de la place, faut que ce soit à heure fixe tous les jours. Voilà, c'est un peu... Et puis, il faut faire les échos le matin. Alors, pas tout le temps, je crois que j'ai dû en faire 2. Des examens à 7 heures, faut aller à l'hôpital. Moi, je suis chanceuse, je suis lilloise. Donc, en fait, moi, je prends le métro, j'y C'est suis. à côté, ouais. Et là, dans la salle d'attente, en fait, on voit qu'il y en a, ils viennent de toute la région, en fait. Et pour le coup, il y a tout le monde. Il y a tous les âges, il y a toutes les religions, il y a toutes les classes sociales. Là, pour le coup, c'est un melting pot énorme. Il y en a beaucoup qui sont accompagnés, même pour ces examens-là, qui sont des examens vraiment, on fait une écho et on se casse, en fait, Ouais. hein, une prise de sang. Si Mais c'est voilà. un projet de couple, Mais je trouve voilà. ça cool. Mais il y a beaucoup de monde, voilà, ça tourne un peu, c'est les internes, il y a plein de salles et on passe, on écarte les jambes, on est avec notre petit papier et en fait, elle compte et nous, on met les bâtons. Pour savoir combien il y a d'ovocytes qui sont en train de grossir, si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut ajuster le dosage des petites piqûres. Okay. Et c'est assez lourd parce que, en fait, moi, j'y pensais tout le temps. Pendant 15 jours, j'ai vécu autour de ça, en fait. Alors qu'en plus, moi, je mettais pas d'affect dedans, en fait. Ah, ouais, tu te projettes et tu te dis si c'était un vrai projet de PMA. Ouais, non, moi, et en le faisant, je me suis dit, parce qu'il y a des chances que ça ne marche pas, ils considèrent qu'une ponction est réussie. En tout cas, moi, il fallait 10 ovocytes. Donc, si j'en avais moins, ils me proposaient d'en faire une deuxième session pour en avoir assez et pour dire, bah voilà, voilà, c'est assez, on est safe, entre guillemets. Et moi, en faisant mes piqûres, les dernières là, où j'avais des bleus partout, parce que je devais le faire quand même un petit peu, puis même au bout, on se pique tous les jours, je me suis dit, mais par contre, si ça marche pas, tant pis. Hein. Enfin, je veux dire, si on a 5, il y en aura 5, hein, il n'y en aura pas plus, je repasse pas par là, quoi. Et je pensais à toutes ces femmes, qui font des PMA et qui les enchaînent avec tout ce que ça implique émotionnellement dedans. Vous êtes des warriors. Enfin, vraiment, à la fin, moi, j'en pouvais plus, quoi. J'avais les ovaires, c'était des balles de tennis. Je me sentais lourde, c'est pas non plus inconfortable. J'ai pu travailler, j'ai continué, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je me suis dit, enchaîner comme ça, moi, je le ferais pas. Enfin, okay. C'est aussi là où je me suis dit, est-ce que je veux vraiment des enfants? Parce qu'en tout cas, je suis pas prête à tout faire pour en avoir. Ouais, c'est trop intéressant, n'empêche, d'être dans ce parcours-là, parce qu'effectivement, ça te met face à des vraies questions, quoi, des questions dans le corps. Ok. Et alors, entre le début de la procédure et le jour de la ponction, etc., il y a eu combien de temps? Alors, j'ai été... Alors, attends, j'ai fait la... J'avais en tête qu'il y avait 1 an et demi d'attente, parfois 2. Alors maintenant, oui, j'ai l'impression, parce que j'ai des amis en fait, qui après s'y sont mises aussi et qui, elles, pour le coup, ont eu beaucoup plus de mois d'attente. Je pense que on s'est fait passer le mot aussi. Hein, oui. Non, moi, j'ai été opérée en novembre 2021. J'ai pris rendez-vous ensuite... pour mon taux d'AMH qui n'était pas très bon, je pense que c'était début 2022 et en septembre, et encore c'est moi qui fais traîner, c'est moi qui... Oui. J'y suis allée je crois en mars parce que j'ai accusé un peu le coup. En mars on m'a donné un deuxième rendez-vous et je l'ai pris, c'est moi qui l'ai pris en juin. En juin on m'a dit si vous voulez go pour juillet, c'est moi qui ai dit non on va attendre septembre. Ah oui, ok. Donc moi franchement, non, moi j'ai eu la voie royale entre guillemets. J'ai limite... C'était au tout début du... Ouais, j'ai fait ma princesse moi j'avoue. Non, c'était ton chemin à toi. Oui, mais pourquoi tu dis ça? C'est un peu, tu te dénigres un peu en disant ça. Je me dénigre pas, je suis une princesse. Ok. Et donc, comment ça se passe le jour J et comment tu t'en es tiré? Alors le jour J, donc je devais... Alors moi pareil, moi je suis allée en métro en fait. Hein. J'ai du bol, hein. Je suis allée en métro, j'ai posé un congé pour une journée et je me suis mis en TT le lendemain, en télétravail, parce qu'on a 15 jours. Et en fait, on y va très tôt le matin. Moi, j'ai eu de la chance aussi, je suis passée dans les premières. Mais en gros, on arrive, on s'installe, on met sa petite blouse, etc. Je crois qu'on doit prendre une douche avant, quelque chose comme ça. Dans le service, c'était tous adorables. Alors moi, j'étais, je pense, la seule qui venait congeler ses ovocytes parce que j'avais que des couples autour de moi. Ouais, j'allais te dire, comment a réagi ton copain par rapport à ça? Il était en aide potentielle? Ah ouais, non, il était en soutien. Il était en ouverture? Il était en soutien. Je sais que la première piqûre, il a voulu regarder. Il m'a dit, attends, je vais voir ce que tu es en train de faire quand même, on sait jamais.
Enfin, pas pour me checker moi, il voulait juste voir, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, il est pas en rejet. Oui, non. Par contre, il est en soutien. C'était pas son truc. Enfin, Ouais. c'est pas son parcours. C'est ton chemin à toi. C'est mon chemin à moi, mais il est là en soutien. Ouais. Et mais du coup, moi, j'y suis allée toute seule, mais parce que moi, j'ai pas demandé d'aide. Enfin, j'ai pas besoin d'aide. Ouais. Je prends le métro. Je prends le métro, j'y vais. Par contre, on est obligé de nous récupérer en voiture ou en voiture. Franchement, faut mieux. Donc là, lui, il a pas le permis, donc c'est une amie qui est venue me chercher après. Mais donc moi, j'arrive le matin, je me mets en condition, je m'installe, tout va bien, tout le monde est trop gentil. On m'amène, je suis une des premières, donc moi, j'attends même pas. On me shoot à je ne sais pas quoi, mais c'était trop bien. C'était génial. Excellente drogue. Je sais pas ce que Je c'était. recommande. Je recommande à mort. Limite, je n'ai absolument rien senti. Parce que quand même, il transperce le vagin pour aller... Ou l'utérus, le vagin. L'utérus, non? L'utérus. Bref, il transperce quelque chose. Le vagin ou l'utérus, en tout cas, la paroi pour atteindre l'ovaire. Donc en fait, moi je sais quand des copines, je leur ai dit ça, elles m'ont dit mais moi jamais je fais ça. Je dis mais tu ne sens absolument rien. En tout cas, moi je n'ai rien senti. Et puis t'es bien stone. Ah moi j'étais stone mais total. C'était il était 8h du matin, j'avais l'impression d'être en after, je ne sais pas vous mais Bonne journée. Ah ouais, et quand elles m'ont dit c'était fini, je lui dis vous êtes sûre? Parce que vraiment je n'ai rien senti en fait. Donc on m'a ramené complètement stone dans ma chambre. J'ai émergé, j'ai dormi un peu et en gros on a le droit de sortir après avoir mangé et avoir fait pipi. Okay. Voilà. Sauf que moi j'ai pas fait pipi. Moi j'ai vomi. Ok. Et donc là on a dit c'est pas normal. Donc on m'a amené, j'ai été voir des internes. La première interne elle a essayé de me mettre une sonde, c'était tout gonflé et tout. Elle a fait un truc et d'un coup elle a fait oh oh. Et j'étais genre ah non ça par contre. Ça c'est pas le oh oh, ne faites pas ça. Faut pas faire le oh oh. Et elle arrivait, la chose qu'elle s'en est rendue compte sur le coup, elle me dit non mais vous inquiétez pas, c'est pas. Enfin voilà, elle m'a rassurée tout de suite. Elle me dit juste, elle dit je vais voir des collègues. Je suis genre ouais alors ton oh oh, je vais voir des collègues. Excuse-moi mais ça va être compliqué de pas me dire que oh oh c'est pas grave. Et en fait elle revient avec deux autres internes et en fait elle m'explique, elle dit en fait vous faites une hyperstimulation ovarienne sur un des ovaires, donc en gros vous allez vous repiquer pendant quelques jours. Avec elle m'a dit est-ce que vous avez encore cette hormone là, est-ce qu'on a 2 hormones, des fois faut faire des on a 3 hormones au total sur les 15 jours, enfin les 10 jours de 15 jours. Et donc là elle me dit vous refaites ça à tel taux pendant quelques jours pour aider à dégonfler, etc. Est-ce que demain vous pouvez être en arrêt? Je dis je suis en télétravail, voilà, je sors pas, je suis dans mon canapé avec un PC. Donc elle m'a dit c'est très bien, et si ça va pas vous venez. Et du coup j'ai attendu un peu, elles m'ont donné je ne sais plus quoi comme cachet, j'étais faire pipi. Ma pote m'a ramené chez moi et voilà. Et c'est revenu à la normale. J'ai eu un peu mal. Trop chiant de te repiquer alors que tu t'étais dit. Ah, par contre ça m'a saoulée. Enfin c'était pas grave, hein. C'est pas grave, mais oui ressortir la seringue c'était chiant. Bon, pendant 3 jours c'était tout et puis après j'ai attendu un peu et au bout de 2-3 jours franchement j'avais plus rien. Ok. Donc là ça va faire 1 an, c'est ça? Oui, ça fait 1 an. Comment tu te projettes? Parce que tu me disais, je l'avais pas en tête, mais que tes ovocytes sont congelés jusqu'à 45 ans, c'est ça? 43 ou 45, je ne sais plus. En tout cas, passer la quarantaine, ça c'est sûr. Passer à la quarantaine, c'est moins de 45, ouais. Je pense que c'est 43 ou 45, je ne sais plus. Mais du coup, moi, j'ai frisé le tic-tac, en fait, pour moi. C'est un... J'ai plus du tout de tic-tac dans la tête. Et dès que je pense à la maternité, je suis plutôt vraiment en mode... en fait, peut-être comme les mecs, en fait, vous avez, en fait, quand vous posez la question, est-ce que je veux des enfants? Parce que le tic-tac, vous l'avez pas forcément. Alors si, vous l'avez peut-être parce que vous voulez des enfants dans 30 ans, enfin, je sais pas, il y en a plein, mais... Oui, et puis avoir des enfants... J'ai interviewé un daron à 57 ans, tu vois, pour la première fois. C'est sûr que c'est une autre expérience que de l'avoir à 35, quoi. Voilà, moi, je l'aurais pas à 57 ans, l'enfant, c'est sûr. Mais oui, c'est que vous avez quand même un tic-tac. On a quand même un tic-tac. Mais qui moi, arrive. j'ai l'impression d'avoir remis, tu sais, une pièce dans la machine, en fait. Et j'ai encore plus de temps. Même joueur joue encore. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai le droit à plus de temps. Et en fait, je ne pensais pas avoir cette... En fait, je ne me rendais pas compte à quel point c'était une pression, le temps qui passe. Ce tic-tac, ce clepsydre où on voit les grains chaque jour défiler. Et donc là, ouais, je me dis, ok, j'ai plus de temps. En sachant que, en fait, si un jour je veux un enfant, ils vont quand même me conseiller d'essayer naturellement. Ok. Ça, on essaie toujours naturellement et après, si ça marche pas, voilà, on va chercher, on va au congélo et on sort les petits. Okay. Mais oui, c'est un peu...
c'est vraiment une tranquillité d'esprit pour réfléchir et pour poser la chose et puis pour voir aussi où ma vie va. Parce que honnêtement, même si je sais pas si je veux des enfants, aujourd'hui, j'ai pas non plus... j'ai un quotidien qui me va très bien en fait, où j'ai pas envie de le déranger non plus. Donc, et comme j'ai pas cette envie viscérale, je me dis, bah c'est pas grave, moi au moins, peut-être que j'ai la chance à peut-être 35, 36 ans déjà, moi c'est déjà dans 3 ans, enfin je me dis dans 3 ans, je peux, voilà, il y a 3 ans j'étais célibataire. Là, Oui. donc dans 3 ans, je peux avoir... Tu peux changer d'avis et... Ouais, j'ai des amies qui m'ont toujours dit qu'elles voulaient pas d'enfants et elles ont rencontré quelqu'un à 32 ans et d'un coup c'était devenu une évidence d'avoir un enfant avec cet homme-là. Donc je ne suis pas à l'abri de ça et je me dis, je suis contente. J'ai eu de la chance, entre guillemets, au niveau timing et donc je la savoure, j'avoue. Et c'est vrai que, par contre, j'en parle pas mal autour de moi, à mes copines, en disant... parce qu'on se demande, est-ce que tu veux des enfants, etc. Bah, je sais pas. Je dis, bah, est-ce que tu sais que tu peux faire ça, voilà. Tu fais un peu de prosélytisme, mais c'est bien. Oui, bah non, mais au moins, en fait, savoir, c'est pouvoir. Donc, en fait, savoir qu'on peut le faire, c'est déjà reprendre un peu le pouvoir là-dessus, parce qu'on n'a pas le pouvoir sur notre horloge biologique. On vieillit, c'est comme ça. En plus, notre réserve, elle est là depuis la naissance. C'est même pas nous qui avons décidé combien on avait de follicules en stock. Donc, autant savoir. Et comme on a la possibilité de le faire, autant le faire. Si on veut. En sachant que c'est quand même un protocole médical quand même, voilà. Oui, et puis c'est un peu lourd, quoi. Ouais, franchement, c'est un peu lourd. Ouais, franchement, ouais. Quand j'ai des amis qui ont fait des PMA à côté, quand elles me racontaient, j'ai genre, mais chapeau. Franchement, t'as 3e PMA là? Je dis, ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené? Non. Je réfléchis, mais non, je pense pas. Non, je pense que j'ai un peu tout fait. Parler de plein de trucs. Hein. Ouais, de beaucoup de choses. Je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il est tard. C'est bien, on a fait 1 heure. C'est vrai? Super, Ça va. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi. C'était adorable. Au revoir. À plus. Votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.